Chers amis, le thème de mon intervention est la situation dans le Donbass et le déroulement de l'opération militaire spéciale visant à le libérer du régime néo-nazi qui a pris le pouvoir en Ukraine en 2014 à la suite d'un coup d'État armé. Je m'adresse aujourd'hui à vous, à tous les citoyens de notre pays, aux personnes de diverses générations, âges et nationalités, au peuple de notre grande patrie, à tous ceux qui sont unis par la Grande Russie historique, aux soldats et officiers, aux volontaires qui combattent actuellement en première ligne et qui sont à des postes de combat, à nos frères et sœurs habitants des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, des régions de Kherson et de Zaporogie et des autres secteurs libérés du régime néo-nazi. Il s'agira de mesures nécessaires et urgentes visant à protéger la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale de la Russie, de soutenir le souhait et la volonté de nos compatriotes de déterminer eux-mêmes leur avenir et de la politique agressive d'une partie des élites occidentales qui cherchent par tous les moyens à maintenir leur domination et pour ce faire tentent de bloquer, de supprimer tous les centres de développement indépendants, souverains, afin de continuer à imposer grossièrement leur volonté à d'autres pays et peuples de répandre leurs pseudo-valeurs. Le but de cet Occident est d'affaiblir, de désunir et de détruire finalement notre pays. Ils disent déjà explicitement avoir réussi, en 1991, à désagréger l'Union soviétique et qu'il est temps maintenant pour la Russie même de se scinder en plusieurs parties et régions déchirées par des conflits meurtriers. Et ils formulent de tels plans depuis longtemps. Ils ont encouragé les gangs de terroristes internationaux dans le Caucase, poussé l'infrastructure offensive de l'OTAN tout près de nos frontières. Ils ont fait de la russophobie totale leur arme. Notamment pendant des décennies, ils ont délibérément nourri la haine envers la Russie, principalement en Ukraine, pour laquelle ils ont préparé un sort de tête de pont anti-russe, et en faisant du peuple ukrainien de la chair à canon et en le poussant à la guerre contre notre pays. C'est la guerre qu'ils ont déclenchée dès 2014, en utilisant les forces armées contre la population civile, en organisant un génocide, un blocus, en terrorisant les gens qui refusaient de reconnaître le pouvoir apparu en Ukraine à la suite du coup d'État. Et après que le régime de Kiev d'aujourd'hui a publiquement renoncé à une solution pacifique au problème du Donbass, et qui plus est, a fait connaître ses revendications en matière d'armes nucléaires, il est devenu tout à fait clair qu'une nouvelle offensive à grande échelle contre le Donbass, comme cela s'était déjà produit 2 fois auparavant, était inévitable. Et puis, tout aussi inévitablement, une attaque aurait suivi sur la Crimée russe, sur la Russie. À cet égard, la décision de mener une opération militaire préventive était absolument nécessaire et la seule chose possible. Ses principaux objectifs, la libération de tout le territoire du Donbass, étaient et restent inchangés. La République populaire de Lugansk est presque complètement débarrassée des néo-nazis. Les combats dans la République populaire de Donetsk se poursuivent. Ici, pendant 8 ans, le régime d'occupation de Kiev a créé une ligne de fortification permanente étalée en profondeur. Une attaque directe sur ces fortifications aurait entraîné de lourdes pertes. Par conséquent, nos unités militaires, ainsi que celles des républiques de Donbass, agissent de manière systématique, compétente, utilisent le matériel, épargnent les effectifs et libèrent, pas à pas, la terre du Donbass. Nettoient les villes et les villages des néo-nazis, aident les personnes que le régime de Kiev a prises en otage, ayant fait d'elles un bouclier vivant. Comme vous le savez, des militaires professionnels sous contrat participent à l'opération militaire spéciale. Au coude à coude avec eux se battent des formations de volontaires. Des gens de différentes nationalités, professions, âges, de vrais patriotes. En suivant l'appel de leur cœur, ils se sont dressés pour la défense de la Russie et du Donbass. À cet égard, j'ai déjà donné instruction au gouvernement et au ministère de la Défense de déterminer pleinement et dans les meilleurs délais le statut juridique des volontaires ainsi que des combattants des unités des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Il doit être le même que celui des militaires de carrière servant dans l'armée russe
Cela concerne également l'assistance matérielle et médicale et les garanties sociales. Une attention particulière doit être accordée à l'organisation de l'approvisionnement matériel et équipement, aux formations de volontaires et au détachement de la milice populaire du Donbass. Au cours de l'accomplissement des principales missions de protection du Donbass, nos troupes, sur la base des plans et des décisions du ministère de la Défense et de l'État-major général, selon une stratégie d'action commune, ont libéré des néo-nazis de vastes zones des régions de Kherson et de Zaporozhye, ainsi que d'autres secteurs. En conséquence, une longue ligne de contact s'est formée, elle s'étend sur plus de 1000 kilomètres. Il y a une chose que je veux dire publiquement, aujourd'hui, pour la première fois, c'est qu'après le début de l'opération militaire spéciale, notamment au cours des négociations à Istanbul, les représentants de Kiev réagissaient de manière très positive à nos propositions. Et ces propositions concernaient avant tout la sécurité de la Russie et nos intérêts. Or, il est évident qu'une solution pacifique ne convenait pas à l'Occident. Et alors, après que certains compromis ont été trouvés, Kiev a en fait reçu une instruction directe de s'aborder tous les accords. L'Ukraine a commencé à recevoir encore plus d'armes. Le régime de Kiev a fait intervenir de nouvelles bandes de mercenaires et de nationalistes étrangers, des unités militaires formées conformément aux standards de l'OTAN et sous le commandement de facto de conseillers occidentaux. En même temps, le régime de répression établi à travers toute l'Ukraine contre ses propres citoyens immédiatement après le coup d'État de 2014 a été renforcé de la manière la plus sévère. La politique d'intimidation, de terreur et de violence prend des formes de plus en plus massives, effrayantes et barbares. J'aimerais le souligner. Nous savons que la plupart des personnes vivant dans les territoires libérés des néo-nazis, et ce sont avant tout les terres historiques de la Nouvelle-Russie, ne veulent pas se retrouver sous le joug du régime néo-nazi. Les gens habitant dans les régions de Zaporozhye, de Kherson, à Lugansk et à Donetsk ont vu et voient toujours les atrocités commises par les néo-nazis dans les zones occupées de la région de Kharkov. Les héritiers de Bandera et les punisseurs nazis tuent des gens, les torturent, les jettent en prison, règlent leurs comptes, massacrent et maltraitent des civils. Plus de 7,5 millions de personnes habitaient dans les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, dans les régions de Zaporozhye et de Kherson avant le début des hostilités. Beaucoup d'entre eux ont été contraints de devenir réfugiés, de quitter leur foyer. Et ceux qui sont restés, environ 5 millions de personnes, sont aujourd'hui constamment la cible de tirs d'artillerie et de missiles et roquettes de la part des terroristes néo-nazis, qui frappent les hôpitaux et les écoles, organisent des attentats contre des civils. Nous ne pouvons pas, nous n'avons aucun droit moral de laisser les gens qui nous sont proches en pâture au bourreau. Nous ne pouvons pas nous empêcher de répondre à leur aspiration sincère à déterminer eux-mêmes leur destin. Les parlements des républiques populaires du Donbass, ainsi que les administrations militaro-civiles des régions de Kherson et de Zaporozhye, ont décidé d'organiser des référendums sur l'avenir de ces territoires et se sont adressés à nous, à la Russie, pour nous demander de soutenir cette mesure. Je tiens à souligner que nous ferons tout pour assurer la sécurité des référendums afin que les gens puissent exprimer leur volonté. Et nous soutiendrons la décision sur l'avenir que prendra la majorité des habitants des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk et des régions de Zaporozhye et de Kherson. Chers amis, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nos forces armées opèrent sur la ligne de contact de combat qui s'étend sur plus de 1000 kilomètres. Elles se battent non seulement contre les formations néo-nazis, mais de fait à l'ensemble de la machine de guerre de l'ensemble des pays occidentaux. Dans cette situation, je crois qu'il est nécessaire de prendre la décision qui suit. Elle correspond pleinement aux menaces auxquelles nous faisons face, à savoir protéger notre patrie, sa souveraineté et son intégrité territoriale, assurer la sécurité de notre peuple et des personnes sur les territoires libérés. Je pense qu'il est nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense et de l'État-major général de procéder à une mobilisation en Fédération de Russie. Je le répète, il s'agit précisément d'une mobilisation partielle, c'est-à-dire que seuls les citoyens actuellement inscrits dans la réserve seront soumis à l'appel. Et surtout,
ceux qui ont servi dans les rangs des forces armées, qui ont des spécialités militaires concrètes et une expérience appropriée. Ceux qui seront appelés au service militaire suivront obligatoirement une formation militaire supplémentaire en tenant compte de l'expérience de l'opération militaire spéciale avant d'être envoyés dans les unités. Le décret sur la mobilisation partielle a été signé. Conformément à la législation, les chambres de l'Assemblée fédérale, le Conseil de la Fédération et la Douma en seront officiellement informés aujourd'hui. Les activités de mobilisation seront lancées dès aujourd'hui, le 21 septembre. Je charge les autorités régionales d'apporter toute l'assistance nécessaire au travail des commissariats militaires. Je souligne en particulier que les citoyens russes appelés au service militaire par mobilisation obtiendront le statut, les paiements et toutes les garanties sociales des militaires effectuant leur service militaire par contrat. J'ajouterai que le décret sur la mobilisation partielle prévoit également des mesures supplémentaires pour la réalisation des commandes de l'État dans le domaine de la défense. Les dirigeants des entreprises de l'industrie de défense sont directement responsables de la résolution des problèmes liés à l'augmentation de la production d'armes et de matériel militaire, au renforcement des capacités de production supplémentaires. Le gouvernement, de son côté, doit résoudre immédiatement toutes les questions liées au soutien matériel, financier et en ressources des entreprises de défense. Chers amis, l'Occident a dépassé toutes les bornes dans sa politique anti-russe agressive. Nous entendons constamment des menaces contre notre pays, notre peuple. Certains politiciens occidentaux irresponsables ne se contentent pas de parler de projets de livrer à l'Ukraine des armes offensives à longue portée, donc des systèmes qui permettront de frapper la Crimée et d'autres régions de la Russie. De telles attaques terroristes, y compris avec l'utilisation des armes occidentales, sont déjà effectuées sur les localités frontalières des régions de Belgorod et de Koursk. L'OTAN effectue des opérations de reconnaissance dans l'ensemble du sud de la Russie en temps réel, à l'aide de systèmes de pointe, d'avions, de navires, de satellites et de drones stratégiques. Washington, Londres, Bruxelles incitent directement Kiev à transférer les hostilités sur notre territoire. Ils disent déjà ouvertement que la Russie doit être vaincue sur le champ de bataille, par tous les moyens, et privée ensuite de toute souveraineté politique, économique, culturelle, de toute souveraineté en général, avec le pillage total de notre pays. Le chantage nucléaire est également entré en jeu. Il s'agit non seulement des bombardements sur la centrale nucléaire de Zaporojie, encouragés par l'Occident, ce qui menace de provoquer une catastrophe nucléaire, mais aussi des déclarations de certains représentants de haut niveau des principaux pays membres de l'OTAN sur le fait qu'il est possible et admissible d'employer des armes de destruction massive, armes nucléaires, contre la Russie. Je voudrais rappeler à ceux qui se permettent de telles déclarations à l'égard de la Russie que notre pays dispose également de divers moyens de destruction qui sont pour certaines composantes plus modernes que ceux des pays de l'OTAN. En cas de menace pour l'intégrité territoriale de notre pays, pour la protection de la Russie et de notre peuple, nous utilisons sans aucun doute tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff. Les citoyens de la Russie peuvent être assurés que l'intégrité territoriale de notre patrie, notre indépendance et notre liberté seront assurées. Je le souligne encore une fois, par tous les moyens dont nous disposons. Et ceux qui essayent d'exercer sur nous un chantage à l'arme nucléaire doivent savoir que le vent peut se retourner contre eux. Notre tradition historique, le destin de notre peuple, c'est d'arrêter ceux qui aspirent à une domination du monde, qui menacent de démembrer et d'asservir notre patrie, notre pays. Nous allons le faire maintenant. Et il en sera ainsi. Je crois en votre soutien.